Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et pour cet épisode, parlons du silence. Oui, c'est un peu contradictoire. Cela fait pas mal de temps que j'ai écrit ce texte en réponse et en parallèle du papier écrit par Oliver Norman sur le sens du silence selon Max Picard. Ici, on parlera évidemment du silence vu sous l'angle des Japonais, et puisque le sujet est assez complexe, il sera décomposé en plusieurs vidéos. Commençons donc par parler de la signification du silence chez le peuple et la noblesse sino-japonaise. Mais avant d'en dire plus, intro. Toute chose abordée pour la première fois est difficile. Voilà ce que dit Miyamoto Musashi dans son traité des 5 roues ou Gorin no Sho. En effet, si on se penche sur le sujet, nous pouvons nous rendre compte d'une gigantesque contradiction dans le simple fait de parler du silence. Reprenant ma lecture de l'article « Le silence comme condition de possibilité de la littérature » écrit par Oliver Norman, déjà les écrivains et philosophes occidentaux se seraient posés au même moment que leurs homologues sino-japonais cette question sur le sens du silence dans la littérature. Lorsque Confucius parle ainsi, « Si vous donnez une rose, son parfum s'attarde sur vos mains » à la page 56 du Bonheur selon Confucius de Yudan, on peut souligner l'absence qui suit le don. En effet, l'absence serait aussi en quelque sorte synonyme de silence, et le sens de ce dernier peut atteindre une profondeur beaucoup plus intéressante vis-à-vis de la littérature. L'absence de parole directe, donc une action, pourrait alors devenir un silence. Pourrions-nous donc supputer que d'un acte silencieux peut résulter un quelconque bonheur pour les philosophes sino-japonais ? Et qu'en est-il de son sens pour ces derniers ? Il existe autant d'origines étymologiques du terme silence en Occident qu'en Orient. Chinmoku serait cependant le mot le plus approprié de tous les termes japonais du moins. Ce dernier est composé des caractères chinois chin, qui désigne quelque chose qui sombre ou qui s'enfonce, et de moku, qui peut se traduire directement par silence, qui est aussi utilisé dans le verbe japonais damaru, qui veut dire se taire. D'ailleurs, nous retrouverions aussi le plus souvent le terme chenmo, écrit de la même manière en Chine, et qui veut dire d'ailleurs la même chose. Le terme seijaku, lui, peut aussi se traduire par silence, mais se compose des kanji du calme, sei, et jaku, qui signifie triste ou solitaire, ce qui lui donne ainsi un sens un peu plus mélancolique. Toujours dans le traité des 5 roues, le samouraï nous rapporte depuis les Fudoki, ou chroniques des provinces, que crier est synonyme de force, tandis qu'il est sous-entendu que le silence est faible. Mais ce genre de pensée est moins présente que son inverse. Par exemple, on pourra citer l'histoire d'un maître de thé pris au dépourvu par un ronin, qu'on peut retrouver dans le livre « Contes des sages du Japon » de Pascal Folliot, page 78, qui nous décrit ainsi que le silence est comme une force et où tout résiderait dans l'action silencieuse. Voici le conte. Un maître de thé aurait été commandé par son seigneur pour partir en voyage d'affaires vers la capitale. Cependant, un maître de thé n'est pas censé partir en voyage, surtout lorsque celui-ci est au service d'un seigneur. Ce dernier décidera donc de faire passer le maître de thé pour un samouraï. Un jour qu'il vadrouillait en ville pendant que son seigneur réglait des affaires importantes, le maître de thé tomba nez à nez avec un ronin, un guerrier sans maître, plutôt agressif. Le maître de thé le supplia de le laisser quelques heures de plus avant de combattre, ne connaissant rien à la tactique, ce que le ronin acceptera malgré lui. Le maître de thé se dirigea alors le plus vite possible vers l'école prestigieuse de sabre de la ville et supplia au plus haut gradé professeur un cours pour mourir dignement. Surpris d'une telle demande, il lui octroya ce cours en échange d'une cérémonie de thé dans le pavillon privé de l'école. L'heure du combat venue, il se présentera timidement, mais au paraître sûr, devant le guerrier itinérant. Tête relevée, les yeux plissés, le sabre tendu devant lui par ses 2 mains et les jambes bien ancrées au sol. Il restera ainsi en attendant que le ronin attaque. Chose qui n'arrivera jamais car le guerrier, ayant eu la peur de sa vie en voyant un homme aussi serein et sûr de lui, avait pris ses jambes à son cou. On notera ici l'absence de paroles et de gestes lors de ce combat, et pourtant le maître de thé a réussi à gagner. Lorsqu'on parle donc du silence du côté de l'Asie sino-japonaise, on pourra remarquer que le silence n'a pas une définition stricte comme en Occident et peut être traduit par plusieurs situations et ou contextes. Selon eux, une action serait-elle donc plus valorisante qu'une parole ? En effet, parler explicitement du silence peut être, comme dans cet article, source de répétition. Alors inventer des expressions pour le traduire autrement et pouvoir en parler davantage se trouve être une meilleure approche pour les philosophes et écrivains sino-japonais qui vivent et baignent dans la tradition du silence, du vide et de la dépossession. Confucius disait à ce propos «
Chercher à plaire aux hommes par des discours étudiés et un extérieur composé est rarement signe de plénitude humaine, et recommandé donc de parler peu et d'agir davantage, ce qui me semble assez explicite comme réponse. Ce n'est pas ce que dit une personne qui compte, mais ce qu'elle fait, rajoutera-t-il même. Tel qu'il est plus facile de trouver la solitude sur la place du marché que dans le désert, dixit Confucius, le silence peut alors se décrire par une absence plus ou moins totale de bruit, comme un brouhaha venant de tous les côtés. Effectivement, dans le métro, le train, une voiture ou dans la rue, une multitude de bruits incessants se confondent et se mélangent. Pourtant, faisons-nous attention à ces bruits ? Étant donné qu'ils sont incessants et que nous nous y habituons chaque jour, nous n'y faisons plus attention et rendons alors ces bruits insignifiants, voire inexistants, comme un silence. Même un campagnard ne fera plus attention à cette cacophonie de cris d'animaux et d'insectes. Mais pour en revenir à Confucius et à sa recherche des caractéristiques de l'homme honorable, ou Chin-se, il pensait que les hommes devaient apprendre à se taire plutôt qu'à apprendre à avoir une éloquence et une verve dite extraordinaire, ceci pour mieux comprendre comment agir face aux problèmes avec les autres et pour mieux se comprendre soi-même par ailleurs. Ainsi, le silence était pour lui une sorte de rédemption pour les hommes sous la forme de méditation spirituelle qu'on peut reconnaître aujourd'hui au sein du bouddhisme. Dans l'un des écrits sur le Bushido, ou Voie du samouraï, le Hagakure plus précisément, écrit par Yamamoto Tsunetomo et traduit par William Scott Wilson, on peut lire page 33 « L'intelligence d'un homme est comme un arbre simplement enraciné dans la terre », ce qui veut exprimer, comme un peu plus haut, implicitement le sens du silence, avec cette image d'un homme debout, silencieux et impassible qui s'épanouit. D'ailleurs, la mort dans la voie du samouraï est explicitement employée par le simple fait qu'elle représente l'inactivité du moi, tant physique que morale, mais aussi qu'elle représente le silence total. Ainsi, bien que ce mot soit tabou pour les sino-japonais, il fait partie néanmoins de ces termes qui font référence à l'absence de son. Travaillez en permanence à renforcer sa détermination à mourir au combat, et vous vous considérerez délibérément comme déjà mort, exprime Tsunetomo à la page 51 sur la base du Bushido. En effet, un samouraï se devait de suivre son maître ou son seigneur, et, dans un combat, se devait de toujours s'attendre à mourir à tout instant, devant aussi vider son esprit de pensée pour agir directement en vivant le moment présent. Ainsi, dans la voie du guerrier japonais, le silence joue un rôle important, et se retrouvera sous bien des formes dans la littérature nippone. Pensez un peu aux aventures de Miyamoto Musashi ou encore à ces samouraïs qui se sont retrouvés dans les contes. De plus, dans le Hagakure, traduit par William Wilson, Tsunetomo dit à la page 67 « Il faut savoir prendre des décisions en l'espace de 7 respirations », ce qui démontre bien que le silence est maître de tout, et que tout naît du silence, si je reprends l'article d'Oliver Norman qui introduit bien cette idée que tout peut naître de rien. Aussi est-il dit à la page 95 « Nos corps prennent vie au cœur du néant. Exister là où il n'y a rien donne son sens à l'expression « la forme et le vide ». Que toute chose naisse du néant donne son sens à l'expression « le vide et la forme ». Il ne faut pas penser séparer les deux. Mais que rajouter de plus à ce paragraphe si bien dit ? Alors qu'il nous dit que trop parler force l'incompréhension, nous pouvons donc déjà comprendre en quelque sorte comment les philosophes et écrivains japonais voient et expriment ce silence si énigmatique. Brièvement, le Hagakure ferait donc l'apologie du combat, mais aussi du silence de la mort qui attend chaque instant à notre porte. Cependant, la mort est une expression du vide, et pour la prochaine vidéo, je rebondirai là-dessus pour passer du silence tel qu'il est représenté dans le monde guerrier et civil, au silence tel qu'il est symbolisé dans le zen et la religion sino-japonaise. Mais dans tous les cas, me voici bien contraint d'annoncer la fin de cette première partie sur le sujet du silence. J'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ou même à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!